Je vais rappeler en quelques mots ce qu'est Cdiscount aujourd'hui. Cdiscount a près de 20 ans, c'est un site de vente en ligne. Aujourd'hui, c'est le premier site français de e-commerce avec 3 milliards de volume d'affaires en 2016. Le premier produit vendu par Cdiscount était un CD, d'où le nom d'enseigne, CD, Discount, à 1 euro. Et le site s'est rapidement développé et diversifié sur une large gamme de produits, le high-tech, l'électroménager, le meuble, la décoration, l'animalerie, le sport, le vin, et aujourd'hui même la téléphonie mobile et l'énergie, puisque nous sommes même fournisseurs d'électricité depuis le mois dernier. Historiquement, c'est un site de vente en ligne directe et depuis 2011, nous avons ouvert une marketplace. Cela signifie qu'aujourd'hui, il y a 30 millions d'offres de vendeurs tiers et ils sont à peu près 12 000 sur notre plateforme qui coexistent avec nos propres produits. L'ambition que l'on a chez Cdiscount, c'est d'offrir le plus large choix de produits au maximum de consommateurs possible et au prix le plus bas. Alors pour faire ça, et c'est souvent l'ambition d'un pure player et d'une marketplace, de quoi un pure player a-t-il besoin pour pouvoir participer au jeu de la concurrence ? Il a besoin que les règles soient les mêmes pour tous et il a besoin qu'elles soient transparentes et objectives. Ce sont là des principes cardinaux du droit de la concurrence qui devraient donc offrir un terrain de compétition neutre et équilibré à tous les opérateurs, quelle que soit leur nature, pure player, click et mortar ou brick et mortar. Ces dernières années, pourtant, ont vu s'accroître les entraves auxquelles sont confrontés les pure players dans leur développement. Et donc le constat aujourd'hui sur Internet, c'est qu'il y a une concurrence féroce sur les produits de premier prix, on dit premier, deuxième quartile de prix. En revanche, il y a une concurrence très très réduite sur les produits les plus chers, auxquels les pure players ont du mal à avoir accès. Au final, sur ces produits-là, l'effet est que les prix restent élevés pour les consommateurs. Et donc nous, notre ambition, c'est de changer cela. Et donc la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'articulation du droit général et du droit spécial qui embrasse les situations de concurrence propose un terrain de jeu équilibré pour qu'on puisse continuer à animer correctement la concurrence. Pour tenter de répondre à cette question, je propose de partager avec vous les entraves majeures auxquelles un pure player est confronté. J'en ai sélectionné 3 parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Le premier, c'est le recours abusif à la distribution sélective. Le second, c'est l'exclusion des marketplaces. Et le troisième, c'est la discrimination tarifaire à l'achat. Alors, s'agissant du recours abusif à la distribution sélective, donc, le sujet de la distribution sélective est aujourd'hui traité par le règlement numéro 330-2010 relatif aux accords verticaux qui est entré en vigueur le 1er juin 2010. C'est ce que j'appelle le droit général de la concurrence. Ce règlement est aisant sur le e-commerce et il faut en fait se reporter aux lignes directrices interprétatives de ce règlement pour pouvoir aborder la question de la vente en ligne. Les lignes directrices rappellent que pour être licite et bénéficier de l'exemption prévue par le règlement, un réseau de distribution sélective doit remplir 3 conditions. La première tient à la nature du produit, puisque normalement ne devrait être couvert par des accords de distribution sélective que les produits de luxe ou de haute technicité. La deuxième condition, c'est que la sélection soit opérée sur la base de critères qualitatifs objectifs et portée à la connaissance de tous, et en particulier des distributeurs candidats à l'agrément. La troisième condition, c'est que les critères soient proportionnés au but recherché. Et le but recherché, c'est d'assurer une présentation de qualité et un bon usage des produits. Alors précisément, en matière de vente en ligne, on rencontre 3 difficultés majeures, et ces 3 difficultés portent sur précisément ces 3 conditions. Alors, s'agissant de la condition qui tient à la nature du produit, lorsque je suis arrivée en 2009 chez Cdiscount, la distribution sélective était plutôt centrée sur des produits effectivement de luxe et de haute technicité, avec principalement de la cosmétique de luxe, des vêtements de couturier, de l'horlogerie haut de gamme ou de la hi-fi haut de gamme. La percée des sites de e-commerce comme Cdiscount s'est confrontée et se confronte toujours à une inflation de la distribution massive, avec notamment dans le domaine de l'électrodomestique.
Donc concrètement aujourd'hui, on a des sèche-cheveux, des centrales vapeur, des télévisions qui font l'objet de restrictions à la vente. On a eu également une tentative il y a 4-5 ans sur des jouets, des figurines assez célèbres, qui est une tentative avortée parce que c'était compliqué de pouvoir pousser l'exercice jusqu'au bout. Donc il y a un recours pour des produits non justifiés, et donc on se heurte à du refus de vente sous couvert de distribution sélective. Et pourquoi cela ? Tout simplement pour contrôler les prix. Alors évidemment, j'ai la vision de celui qui veut proposer le produit. La marque ne tiendrait pas les mêmes propos parce qu'il y a un véritable souci de présentation du produit, mais on partagera après le niveau de qualité auquel sont arrivés les sites internet aujourd'hui et ce que l'on est capable de fournir aux marques. Deuxième condition, le caractère objectif des critères. Alors je ne vais pas vous donner des exemples de critères qui nous sont parfois opposés, dont on peut discuter du caractère objectif, parce que précisément on peut discuter. Je vais juste partager avec vous une véritable entrave, c'est que quand on demande des critères, on ne les obtient pas souvent. Et pourtant, les lignes directrices mettent bien à la charge des têtes de réseau l'obligation de communiquer les conditions de sélection. Malheureusement, on est sur de la soft law, elle n'est pas sanctionnée. Et donc, à part aller devant un tribunal qui lui-même n'a pas de fondement précis pour se prononcer, on a toutes les peines du monde à pouvoir comprendre ce que certaines marques attendent de nous et, par exemple, pouvoir mettre à niveau nos activités, nos sites, pour pouvoir remplir les critères si toutefois nous ne les remplissions pas. Le troisième difficulté qu'on rencontre en matière de distribution sélective, c'est l'excessivité des critères de sélection. Et le problème de l'inflation de la distribution sélective est particulièrement caractérisé par le recours massif aux points de vente physiques. Donc, pour agréer un revendeur dans ce réseau, certaines têtes de réseau imposent aux distributeurs de détenir un point de vente physique. Alors, il y a des décisions anciennes, alors je dis bien anciennes parce que tout le problème de l'Internet, c'est que ça croît très vite et la réglementation ne suit pas toujours le rythme du marché. Des décisions anciennes, Conseil de la concurrence en 2006, Cour d'appel de Paris, Bijourama en 2007, position reprise par les lignes directrices en 2010 au paragraphe 54, qui valide le point de vente physique comme condition de sélection des distributeurs. Alors, ce critère a fleuri dans les contrats de manière vraiment exponentielle, avec d'ailleurs un niveau d'exigence très variable d'une tête de réseau à l'autre, puisque parfois détenir un point de vente physique voulait simplement dire avoir un magasin de la même enseigne et donc laisser libre le distributeur de s'organiser avec une franchise, avec un partenariat contractuel plus souple. Certaines têtes de réseau vont jusqu'à imposer que le point de vente physique soit détenu par la personne morale même qui demande l'agrément. Donc ce qui évidemment pose des contraintes supplémentaires. Donc même cette notion de point de vente physique n'est pas claire. Dans son avis rendu en 2012 sur le fonctionnement concurrentiel du commerce électronique, ce sont les points 330 et suivants pour ceux qui veulent aller voir le détail, l'autorité a ouvert la critique du point de vente physique et a indiqué que le point de vente physique devait faire l'objet d'un test de nécessité et donc livre une grille de lecture qui devrait permettre d'identifier les cas où le point de vente physique est abusif et le cas où il est justifié. La grande difficulté, une fois encore, c'est qu'on est toujours sur de la soft law avec des positions qui donnent des pistes mais pas d'arbitrage franc. Et donc, on continue à avoir des marques qui s'engouffrent dans le caractère souple de la norme et le caractère souple du droit spécial appliqué au commerce électronique pour pouvoir brider la distribution. La Commission européenne a rendu un rapport cette année, le 10 mai dernier, suite à l'enquête qu'elle a réalisée sur le commerce électronique. Elle-même poursuit le cheminement sur le point de vente physique et le désigne comme pouvant justifier des restrictions caractérisées. Mais le chemin, nous le trouvons long parce qu'aujourd'hui, les sites de vente en ligne réalisent des investissements importants, ont atteint des niveaux de qualité qui ne sont pas ceux d'il y a 10 ans, qui ne sont pas ceux de l'époque des jurisprudences Bijourama, ni même des lignes directrices en 2010. Et nous sommes aujourd'hui en capacité d'offrir une expérience d'achat et une relation aux clients et une présentation des produits qui est équivalent et parfois supérieur à ce qu'il se passe en magasin physique. Chez Cdiscount, par exemple, en matière de conseil, qui est quand même l'un des critères clés de la distribution sélective, le site
propose des fiches produits ultra détaillées et bien plus détaillées que ce que l'on peut trouver en magasin. On incite nos clients, et ils le font, à noter les produits. On incite nos clients, et ils le font, à donner des avis phraséologiques sur les produits et sur l'expérience d'achat et l'expérience de consommation. Et on a également une fonctionnalité qui s'appelle le click to chat et qui permet, alors vous êtes devant votre écran concrètement, vous avez une petite fenêtre, vous tapez votre question et il y a un opérateur qui vous répond. Nous avons même deux types de click to chat. Nous avons un click to chat classique et nous en avons un pour des produits premium. Donc là concrètement, nous passons des accords avec certaines marques qui forment les opérateurs et les opérateurs sont donc à même de conseiller un internaute de la même manière qu'un vendeur peut conseiller un client en magasin. Et peut-être un peu plus facilement d'ailleurs que le samedi après-midi, puisque je vous mets au défi d'aller faire vos courses dans les grandes enseignes le samedi après-midi, ça sera plus facile chez nous. Il y a ces services visibles, immédiatement visibles, et puis il y a tout ce qu'il y a derrière un site internet. Les sites internet aujourd'hui, c'est aussi une énorme logistique, et Cdiscount par exemple propose la livraison des produits le lendemain de la commande, et pour certains produits le jour même de la commande, y compris les gros produits. C'est pas anecdotique parce que ça veut dire que derrière cela, il y a des schémas directeurs et une logistique extrêmement complexe et des investissements lourds. Et donc, on ne peut plus dire qu'il y a parasitisme des sites internet vis-à-vis de la vente physique. Je pense que les deux canaux ont leur façon d'exister. Les clients vont d'ailleurs indistinctement de l'un à l'autre aujourd'hui. Et le droit de la concurrence et général et spécial devrait réserver un sort commun aux opérateurs des deux catégories. La difficulté qu'on a sur ces sujets-là, c'est qu'on a une hard law taisante, une soft law ambiguë et une soft law qui est datée. Et une soft law qui ne parvient pas à réconcilier des points de vue qui sont diamétralement opposés et qui, très franchement, sauf à ce que les lignes directrices soient rapidement revues, me paraît difficile à concilier sur le court terme. La deuxième entrave à laquelle les pure players se confrontent, c'est l'exclusion des marketplaces. Alors plus précisément, l'interdiction faite par certaines marques à leurs revendeurs de vendre les produits contractuels à travers des places de marché. Alors ça concerne la distribution sélective, mais pas que, ça concerne la distribution en général et c'est vraiment une tendance assez forte. Alors c'est intéressant de voir comment le sujet est abordé par les lignes directrices, évidemment non abordé par le règlement. Donc c'est le paragraphe 54 que je vous lis parce qu'on va en parler. Donc un fournisseur peut exiger de ses distributeurs ne recourent pas à des plateformes tierces pour distribuer les produits contractuels. Par exemple, si le site internet du distributeur est hébergé par une plateforme tierce, le fournisseur peut exiger que les clients n'accèdent pas au site du distributeur via un site qui porte le nom ou le logo de la plateforme tierce. Déjà, c'est pas très simple, mais surtout, ça ne correspond absolument pas au fonctionnement d'une marketplace. La marketplace n'héberge jamais le site d'un vendeur. La marketplace permet à un vendeur de construire son catalogue d'offres et de venir le publier sur la marketplace. Donc il choisit les produits qu'il met en ligne, il choisit la façon dont il les présente, il choisit le prix évidemment. À aucun moment nous n'hébergeons le site du vendeur qui peut donc nous mettre son assortiment total ou partiel. À aucun moment non plus la plateforme n'est une porte d'accès au site du vendeur. Donc on a vraiment des ventes qui se font sur la plateforme et nous avons cette fonction d'intermédiation. Donc il y a une ambiguïté et une incompréhension de ce qu'est une plateforme dans la ligne directrice et évidemment les marques se sont engouffrées dans cette approximation du paragraphe 54 et les contrats sont de plus en plus nombreux à prévoir l'interdiction de vente à travers les marketplaces. Pourtant, comme pour les sites, et pourquoi je dis comme pour les sites, parce que très souvent les marketplaces sont venus s'adosser à des sites existants, donc des entreprises qui sont anciennes et qui ont une expérience du e-commerce. Les plateformes aujourd'hui sont en capacité d'offrir une expérience d'achat de qualité et valorisante pour les marques. Par exemple, un vendeur sur notre marketplace, sur d'autres aussi, peut parfaitement avoir sa boutique dédiée et présenter ses produits comme il le souhaite. Nous permettons également aux internautes, à travers une fonctionnalité qui est sur la fiche produit, de cliquer et de poser directement sa question au vendeur. Donc là encore, la notion d'information sur le produit ou de questionnement sur le produit est remplie. Alors, la question aujourd'hui est posée au niveau communautaire avec l'affaire Coty, qui est posée dans le cadre d'une question préjudicielle portée par les tribunaux allemands et qui porte dans Coty les parfums sur des produits de luxe. Alors,
L'avocat général a rendu des conclusions qui ne sont pas très favorables aux plateformes, en tout cas c'est comme ça que ça peut être lu. Je crois qu'il faut avoir une lecture mesurée de cet arrêt parce qu'on est vraiment sur du produit de luxe. La difficulté que l'on rencontre, nous, aujourd'hui, c'est pas de ne pas vendre des produits de grands couturiers sur nos marketplaces, c'est de ne pas pouvoir vendre une centrale vapeur, un sèche-cheveux ou une télévision. Voilà. Donc, quelle que soit l'issue de l'arrêt Coty, et évidemment, on espère qu'il prendra en compte le rôle des marketplaces dans l'économie et qu'il sera plutôt ouvert à ce mode de distribution, quelle que soit l'issue de l'arrêt Coty, il doit être de toute façon lu à la lecture de la nature du produit qui est concerné. Et donc, il est temps, je pense d'ailleurs, lorsque des contentieux comme cela sont soumis aux tribunaux, que les tribunaux s'emparent de ce sujet du produit qui est soumis au réseau de distribution sélective et au principe de distribution fermée. Alors, ce qui est important aussi, et c'est la crainte que l'on peut avoir quand on voit des affaires et quand on voit les conclusions de l'avocat général sur l'affaire Coty, c'est que l'impression que l'on a, c'est que la plateforme fait peur. La plateforme est mal comprise et les effets de brider une plateforme sont mal compris. Avant de venir vous voir aujourd'hui, j'ai regardé hier dans notre base de vendeurs, j'ai regardé que les Français parce qu'on a beaucoup d'étrangers également, j'ai regardé comment était constitué le panel de nos vendeurs français. L'écrasante majorité, mais quand je dis écrasante majorité, c'est une écrasante majorité, est constituée de URL et d'SARL, c'est-à-dire des PME. Donc des PME, ce sont des entreprises qui parfois n'ont pas de site internet, ou qui ont un site internet vitrine, ou qui ont de toute façon un site internet qui est souvent peu visible. Parce que pour être visible sur internet, il faut avoir soit des investissements importants en mots-clés, soit un savoir-faire en référencement naturel, qui ne se trouve que dans les entreprises de e-commerce expérimentées pour être à des niveaux de visibilité. Donc concrètement, si l'affaire Coty penche dans le sens de la validation de l'interdiction des ventes à travers les marketplaces, et si il devait être interprété comme pouvant s'appliquer à tous les produits, ça revient finalement à une interdiction per se des ventes via les marketplaces. Donc pour nous, évidemment, ça doit être une restriction par objet et la solution inverse devrait être adoptée, évidemment. Trois minutes. Un dernier biais utilisé pour restreindre la capacité des pure players à animer la concurrence est celui de la discrimination tarifaire. Donc la discrimination tarifaire, c'est la capacité offerte aux fournisseurs depuis la LME et l'article 441.6 du Code de commerce de proposer des conditions d'achat différentes selon le canal de distribution. Alors ça a été l'occasion de voir fleurir également des conditions catégorielles de vente avec des conditions magasin et des conditions de vente en ligne. Alors je vais vous parler d'un dossier dont je ne peux pas vous donner tous les tenants et les aboutissants puisqu'il est actuellement en cours devant l'autorité de concurrence puisque nous avons saisi l'autorité d'un de ces cas et concrètement, je vous donne un exemple. Le fournisseur en question a mis en place un double barème de points. Donc si le pure player atteint 30 points, il a droit à 10% de remise. Si le magasin atteint 30 points, il a droit à 25% de remise. Autre exemple, pour avoir 5% de remise, il faut que le distributeur fournisse une contrepartie. La contrepartie pour le magasin, c'est de maintenir toute l'année un linéaire de 10 mètres. La contrepartie pour le site de e-commerce, c'est de créer un autre site qui n'est pas un site marchand, qui est extérieur au site de e-commerce, c'est-à-dire au site qui draine le trafic, qui enregistre un nombre de visiteurs uniques minimum par mois sur une tranche d'âge que je ne peux pas vous donner, mais qui concerne des gens qui vont très peu sur Internet. Donc, condition inatteignable, et la condition en magasin, c'est la fonction du magasin que de maintenir des linéaires. Alors oui, avec une contrainte de métrage, mais la correspondance chez nous aurait pu de nous imposer un nombre minimum de produits présentés à la vente, un assortiment permanent minimum aurait été l'équivalent. Et donc vous comprenez que soit avec ces mesures-là, on n'arrive pas à avoir les remises, soit on les a au prix d'investissement que les magasins n'ont pas,
Et à l'arrivée, la discrimination tarifaire, dont on ne remet pas le principe en cause, ce qu'on remet en cause, c'est l'écart auquel, en pratique, aboutissent ces techniques, qui font qu'on se retrouve sur une question de discrimination, et que là, le droit de la concurrence devrait venir s'articuler avec le code de commerce pour régler ce sujet-là, et permettre aux pure players d'acheter normalement et de pouvoir animer le jeu de la concurrence comme ils devraient le faire. Un tout dernier mot pour vous dire que la méthode de la soft law appliquée en droit de la concurrence e-commerce, on ne la remet pas en cause parce que je pense que c'est une bonne méthode, elle permet une certaine adaptabilité. On souhaiterait seulement que des ambiguïtés soient levées, et comme précisément elle est adaptable et qu'elle est souple, on souhaite surtout qu'une révision des lignes directrices soit engagée immédiatement et qu'on n'attende pas la révision du règlement communautaire qui est prévue pour 2022. Voilà.